Comment les animaux perçoivent, comprennent et gèrent la mort? C'est une question qui se pose souvent à nous, simples citoyens dans nos relations au monde animal, mais aussi et plus que jamais dans le monde scientifique, traversé par d'autres enjeux entre recherche, connaissance, préjugés, éthique et conscience. Et c'est la question à laquelle une chercheuse a choisi de s'atteler en s'attaquant aux idées reçues, quitte à bousculer les certitudes. Bonjour Emmanuelle Puydebas. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes spécialiste de l'évolution des comportements des animaux. Et votre dernier livre s'intitule « Les animaux se cachent-ils pour mourir ?» Un livre paru aux éditions Delachaux et Niestlé. Et je précise qu'il est nourri d'illustrations truculentes de Arnaud Raphaëlian. Nous aurons l'occasion d'en parler. À vos côtés, en face de vous même, un éminent scientifique passionné par ce monde du vivant non humain et qui a travaillé sur la question de la mort. Bonjour Jean-Claude Amezen. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce studio. Moi aussi. Vous êtes médecin, chercheur, immunologiste, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et auteur notamment du livre La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, un livre paru au Seuil. On peut aussi mentionner un autre livre paru au Seuil, Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde. Et puis bien sûr, on vous doit l'émission de radio tellement suivie Sur les épaules de Darwin, diffusée sur France Inter de 2010 à 2020 et toujours écoutable, bien sûr. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en partenariat avec le journal Le Monde, toujours, et émission toujours préparée aussi par Célestine Babinet avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA et celle des équipes de documentation de Radio France, Eva Caneparo et Christine Arzano. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Jean-Guy Lamège. C'est une soirée télé comme Coco les aimait. Mais quand vient la scène où le jeune héros est séparé de sa mère, la femelle gorille détourne son regard. Elle va partager son émotion avec celle qui l'a élevée grâce à la langue des signes. Une attitude hors du commun pour un animal. Oh, ça c'est une scène triste. Je sais, tout le monde pleure dans ce film. Oh chérie, ça c'est triste. Même sa maman qui l'aime, celle qui l'a adoptée. C'est une relation exceptionnelle qui a permis d'en arriver là. Des années d'un apprentissage avec la psychologue Penny Patterson. Elle va lui apprendre à maîtriser 1000 mots du langage des signes. Et voici All Ball, le chat qui a partagé sa vie. Une petite boule de poils entre les pattes d'une montagne de muscles. Une relation complice jusqu'au jour où Coco apprend la mort de son compagnon. Coco, All Ball a été écrasé par une voiture. Pendant plusieurs mois, le singe restera muré dans la tristesse. Reportage diffusé dans le journal de 20h de France 2 le 22 juin 2018. Pourquoi ce choix? Je me tourne vers vous, Emmanuelle Puydebas, puisque vous connaissez bien cette histoire. Vous êtes aussi attachée à ce phénomène. C'est vrai qu'on a bien du mal, on le sent, à accepter que les animaux puissent avoir une conscience de la mort. C'est un sujet de recherche qui n'est pas des plus arpentés. Elle est peut-être une première réaction sur Coco, précisément. Coco, oui, pour avoir suivi son histoire, c'est vrai que ce moment bouleversant où on lui apprend la mort du chat, elle est assez stupéfiante. Il réagit en signant qu'il est triste, enfin qu'elle est triste. Oui, c'est un gorille. Elle est triste, après elle part, elle s'isole, elle gémit, elle pleure. Je pense que l'hypothèse proposée qu'elle a compris qu'elle ne reverrait pas son chaton, et elle est assez plausible. Et c'est vrai que c'est assez bouleversant de voir ces images-là. Après, l'étude est controversée. Ça tombait à une époque où, effectivement, on isolait des grands singes pour leur apprendre différents types de communication. Voilà, je ne reviens pas sur l'éthique de cette étude, mais néanmoins, force est de constater qu'il y a eu des épisodes comme ça, comme Robin Williams est décédée, qui venait la visiter, où elle signe « maman pleurer » quand elle apprend son décès. Il y a des moments comme ça assez qui questionnent quand même beaucoup. Alors c'est un sujet, je disais, de recherche qui n'est pas des plus arpentés et donc qui n'était pas forcément une évidence pour vous, Emmanuelle Puydebas, mais qui vous a permis à la fois de partir de vos propres expériences et d'aller questionner, de partir en quête de compréhension, de connaissance pour essayer de répondre à la question est-ce que les animaux perçoivent, comprennent, gèrent la mort et dans ce cas, comment ?
Oui, bah, c'est un sujet qui est absolument, fascinant, mais qui fait peur aussi. C'était une idée de l'éditeur, hein, à la base, que j'avais refusée parce que je m'étais dit: «Mais ça va être triste, je vais pleurer pendant toute l'écriture du livre» et puis bon, voilà, ma curiosité fait que j'ai quand même fouillé un peu la littérature scientifique, puis voilà, ça faisait aussi du lien avec mon histoire personnelle, mes rencontres animales, j'ai envie de dire et puis je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop fascinant pour passer à côté de ça». Voilà, après ma condition, c'était que d'essayer de rendre l'exercice d'écriture, malgré tout, le plus ludique possible quand, voilà, possible, Surtout quand pas c'était possible. anxiogène. Surtout pas anxiogène et je pense pas que ce soit un livre triste et ma condition, c'était que l'illustrateur Arnaud, Raphaëlian se joigne à l'aventure et on s'est beaucoup amusé finalement. Et il l'a fait de belle manière et on a effectivement le sourire et le rire aux lèvres dans votre livre que l'on déguste, c'est vrai, sur un sujet pas facile. Jean-Claude Amezen, la mort chez les animaux, est-ce qu'on peut dire que c'est un angle mort de la recherche selon vous? C'est ce qu'on appelle la thanatologie comparative, hein. C'est quelque chose de relativement récent, qui a une quinzaine d'années, en fait, peut-être une vingtaine d'années. Et donc, c'est un angle mort. Mais pour moi, je crois que, c'est que Darwin considérait que la mort était un moteur essentiel de l'évolution. Les dernières lignes de l'origine des espèces, c'est ainsi des guerres de la nature, de la famine et de la mort, ont émergé les réalisations les plus extraordinaires que nous puissions concevoir. Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie, dans laquelle, à partir d'un début si simple, une infinité de formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire la diversité du vivant, ont évolué et continuent d'évoluer. Mais pour lui, à partir du moment où la conscience et les émotions et les états affectifs avaient émergé au cours de l'évolution chez les animaux, ce rôle de la mort devenait un scandale moral. Et donc son problème n'était pas tant le problème de la mort et de la façon dont les animaux, je dirais, conçoivent intellectuellement ou cognitivement la mort, c'était celui de la souffrance, celui du bien-être. Et je crois qu'une des façons de poser la question de ce qu'on appelle le concept de la mort, la représentation de la mort, elle est intellectuelle, elle est abstraite, est-ce qu'il se le représente comme nous, mais elle est fondamentalement émotionnelle. Et des gens comme des chercheurs comme Damasio en neurosciences ou Deval considèrent que les émotions, c'est l'émergence de la conscience, à la fois dans l'évolution et à la fois dans le développement des enfants. C'est-à-dire la première chose, c'est on ressent du plaisir, de la peur, de la crainte, de l'étonnement. Et ces changements-là parlent au cerveau et sont les prémices de la conscience. Et donc je crois qu'une grande question, c'est quelles sont les émotions et les états affectifs qui traversent les animaux devant la mort. Et je ne suis pas sûr que... Je pense qu'il y a une diversité extrême, hein, en fonction d'ailleurs de la nature de la mort. C'est la même chose chez nous. Hein, la mort d'un ennemi, la mort d'un animal que nous ne connaissons pas, la mort des animaux que d'une manière terrible on appelle nuisibles, la mort d'un animal qui nous est cher, d'un compagnon, c'est pas la même mort. Il y a quelque chose de commun, mais la résonance émotionnelle est complètement différente. Et donc je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et je me dis que quelle que soit la complexité intellectuelle et abstraite de la représentation de la mort des animaux, il se pourrait que leur représentation émotionnelle soit aussi intense, voire plus intense que la nôtre. Parce que paradoxalement, nos cultures ont des façons peut-être d'atténuer ce choc en parlant de l'universalité de la mort, du fait qu'elle est inévitable. Dans certaines cultures, il y a de la résurrection, il y a de la vie éternelle, il y a de la réincarnation. Et peut-être que les animaux ressentent le manque d'une manière beaucoup plus brutale quand il s'agit évidemment d'un être cher. Et donc je ne suis pas sûr que les capacités intellectuelles ont une traduction obligatoire en termes d'intensité émotionnelle. Et je crois que ces deux dimensions sont des dimensions importantes. La science a beaucoup de mal, par définition, à appréhender la subjectivité. Elle décrit de l'extérieur. Et donc, pour appréhender la subjectivité à partir de la science, il faut en plus de l'empathie et de l'imagination. Beaucoup de choses, effectivement. Et je vois Emmanuel Puydebas qui vous suit précisément. Emmanuel Puydebas, Jean-Claude Amezen évoquait Darwin, mais vous mentionnez aussi des témoignages anciens, hein, qui montrent des pratiques funéraires dans l'Antiquité. Les Romains, Pline l'Ancien et Élien racontent des histoires d'éléphants, de fourmis qui enterraient leurs morts, de dauphins qui remontent à la surface avec leurs congénères décédés. Cette question-là, la thanatologie, qui est l'étude scientifique de la mort et du deuil, on voit que aujourd'hui,
il y a quand même des études, pas suffisamment visiblement, hein, c'est ce que vous nous dites dans votre livre, mais de façon ancienne, c'était une préoccupation déjà. Oui, il y avait des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages et en fait, il n'y avait pas finalement ce biais. Finalement, ça devient un biais, je trouve, depuis quelques années, où on veut absolument fuir l'anthropomorphisme. On a peur de faire de l'anthropomorphisme, donc on a peur de dire qu'il y a une certaine conscience, on a peur de parler de certaines émotions. Moi, je coordonne des projets de recherche depuis quelques années avec des brillants doctorants sur les émotions animales. On essaie de les détecter et je suis tout à fait d'accord, hein. Ce qui est fascinant dans ce sujet-là, c'est les émotions. C'était magnifiquement résumé juste avant. Et du coup, voilà, l'enjeu scientifique pour moi, il est vraiment détecter les émotions. C'est extrêmement difficile. Là, on travaille sur les rapaces. Je peux vous dire que on n'est pas au bout de nos peines. Et effectivement, il y a plein de témoignages et à un moment donné, les témoignages, ça suffit pas en science, hein. Vous savez, on est très à cheval sur les statistiques, hein. Donc il faut plein d'exemples, il faut pouvoir quantifier, répéter. Et ben, des fois, on peut pas. Et malheureusement, une anecdote, scientifiquement, pour moi, elle est autant fascinante qu'une étude où on a pu étudier 50, 60, 70 individus. Donc on a des biais méthodologiques. Pour moi, ça devient des biais méthodologiques. C'est finalement ces limites qu'on s'oblige à la rigueur scientifique, elle est fondamentale. Je vais évidemment pas dire le contraire, hein. Mais à trop vouloir en faire, finalement, on passe à côté, je pense, de certaines capacités animales. Et étudier la mort, c'est extrêmement difficile, entre autres par rapport à ça. Pas que pour ça, mais entre autres par rapport à ça. Et pas seulement dans des lieux clos fermés, parce que étudier la mort, et dans le monde sauvage notamment, donc avec le plus de ce naturel possible, hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aussi être là au bon endroit, au bon moment. Enfin, ce sont des années aussi d'études, et on imagine que le dispositif n'est pas simple dans cette diversité et complexité aussi. Vous avez cherché, en tout cas, Emmanuelle Puydebas, à vous mettre à hauteur d'animaux. Et avant de parler de ce que vous avez pu dénicher et montrer et croiser votre regard avec celui de Jean-Claude Amezen, je vous propose d'écouter la voix d'un des éthologues fameux, déjà mentionné, Frans de Waal, qui a mis en avant l'intelligence des animaux. Autrefois, les gens voulaient tout réduire à une intelligence universelle qui existait chez les animaux. Et bien sûr, c'était moins que nous on avait. Mais maintenant, on voit ça comme plutôt que c'est pas une échelle de l'homme, mais pas de hiérarchie facilement. Parce qu'il y a certains oiseaux, par exemple les corbeaux, qui sont aussi intelligents que les singes. Et il faut les comparer à leur façon. Bien sûr, ils n'ont pas de main comme les singes et tout ça, oui. Parce qu'ils vivent pas dans le même milieu, donc on ne pourra pas dire, et vous ne pourrez pas dire que le dauphin est plus intelligent que le singe ou que l'abeille. Oui, ou même que l'homme. Est-ce que l'homme est plus intelligent qu'un octopus? On ne sait pas. Est-ce que vous êtes plus intelligent? Un poulpe, en l'occurrence. Oui, un poulpe, oui. Un poulpe. Oui. Ah bon? Oui, parce qu'un poulpe, son système nerveux est complètement distribué sur tout son corps. Alors, la façon qu'il résout le problème, c'est complètement différent de ce que nous on fait. C'était Frans de Waal sur France Inter le 3 octobre 2016. Jean-Claude Amezen, on a mentionné différentes espèces, mais le poulpe, ça vous a fait réagir notamment. Peut-être une réaction d'emblée avant de vous demander pourquoi est-ce que seuls les humains auraient une conscience de la mort et de l'intelligence et sensibilité. Je crois qu'il y a un concept, très intéressant que citait d'ailleurs Frans de Waal, mais qui date du début du XXe siècle par un scientifique et philosophe qui s'appelle Jacob von Uexküll et qui a proposé le concept d'Umwelt, ce qui veut dire le monde autour, mais qui pour lui était le monde à l'intérieur, le monde mental des animaux. Et il disait en fait que ces mondes mentaux, cette appropriation de la réalité, pour un même environnement, elle peut être radicalement différente entre des animaux différents. Et c'est vrai pour nous. Les poulpes, puisque Frans de Waal mentionnait le poulpe, les poulpes ont des ventouses qui leur donnent à la fois le goût et le toucher de ce qui touche. Donc c'est très étonnant, les ornithorynques perçoivent les champs électriques avec leur bec, qui leur sert en même temps à toucher. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de représentation mentale, d'avoir deux sens qui se fondent ou qui sont distincts. Et donc la façon de voir le monde est très différente. Il y a un point qui est très intéressant, c'est que ces façons de voir le monde, aussi diverses et aussi incomplètes par rapport à d'autres soient-elles, ont la même plénitude. Quand nous écoutons une symphonie, le fait que nous n'entendons pas les ultrasons et les infrasons ne nous manque pas.
Donc, nous entendons tout lorsque nous voyons les couleurs, le fait que contrairement aux oiseaux ou aux abeilles, nous ne voyons pas les ultraviolets ou que nous ne voyons pas les infrarouges, contrairement aux serpents, ne nous manque pas. Et donc, chaque monde intérieur est d'une plénitude totale. Ils sont différents. Frans de Waal lui-même proposait, vous savez que Darwin disait que entre l'esprit humain et l'esprit des animaux, aussi différent soit-il, il n'y a qu'une différence de degré et pas de nature. Donc c'est une continuité. Et Frans de Waal proposait dans un article assez récent une espèce d'échelle graduelle unidimensionnelle. Il proposait que l'empathie ou la connaissance de soi, c'était comme des poupées russes, comme des matrioshkas ou comme des couches d'oignons. Il y en avait de plus en plus. Mais quelqu'un qui a énormément étudié l'intelligence des animaux, et en particulier des geais buissonniers, qui est Nicolas Clayton, proposait récemment avec d'autres une échelle multidimensionnelle, en disant, on ne peut pas dire, parce que sinon ça ressemble à l'arbre de l'évolution ancien, avec ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Il est plus intelligent, il a plus de conscience, il ressent plus d'émotions. Non, il y a une échelle multidimensionnelle, et chaque animal, et chaque espèce animale est différente. Et donc, elle a des choses que les autres n'ont pas. Il lui manque des choses que les autres ont. Et tout ça s'agence dans un monde, en fait, qui est différent des autres et qu'il faut essayer de comprendre, d'écrire, mais pas classer sur une échelle. Et ça, c'est une grande tentation. Il y a la tentation, je dirais, l'anthropomorphisme et l'anthropodénie. Ça n'est que nous, c'est ou l'anthropomorphisme, ils sont comme nous. Ça renvoie pour moi à Protagoras, au philosophe sophiste, qui disait que l'homme est la mesure de toute chose. Soit c'est comme nous, soit c'est pas comme nous. Mais c'est pas le problème. Et donc je pense que l'anthropomorphisme, Élisabeth de Fontenay disait quelque chose de très touchant, je trouve, sur l'anthropomorphisme, qui est que lorsqu'il n'est pas bébête, l'anthropomorphisme, d'une certaine façon, qui cherche une communauté entre nous et les vivants, il nous éloigne de l'anthropocentrisme. Il nous éloigne du fait de penser que le propre de l'homme, il n'y a que l'homme qui le possède et aucun animal. Mais je pense qu'il faut osciller entre anthropomorphisme d'un point de vue émotionnel, prêter, même quand on n'est pas sûr, des émotions, des intentions, une conscience, et puis la démarche scientifique. Parce que nos intuitions nous trompent. On parle toujours de lever de soleil et de coucher de soleil, alors que ça fait 500 ans qu'on sait que c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui provoque ce lever apparent du soleil et ce coucher apparent. Et donc c'est intéressant d'avoir à la fois notre intuition et la science qui de l'extérieur vient nous dire autre chose. Mais comme il s'agit de subjectivité, le problème c'est de ne pas réifier. C'est de ne pas que décrire de l'extérieur, mais essayer encore une fois d'aller à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur que nous ne connaîtrons jamais, mais qu'on peut approcher de plus en plus. Et gardons une bonne dose d'humilité. Il faut aussi rappeler dans cette humilité-là qu'il existe entre 2 et 10 millions d'espèces et beaucoup d'inconnus, puisque seules 10 000 à peu près ont été décrites. Donc c'est vrai que notre anthropomorphisme, nos connaissances peuvent être là aussi un petit peu remises au bon niveau. Emmanuel Puy-Debat, le concept de mort est commun aux animaux. En tout cas, on a le sentiment que c'est la conclusion à laquelle vous aboutissez. Bon, dès lors, si on peut dire que ce concept est commun aux animaux, quelles en sont leurs perceptions, la compréhension, la détection? Racontez-nous ce que vous avez déniché à la fois dans la littérature scientifique et puis avec peut-être des observations ou des études spécifiques. Le concept de mort, en tout cas, il me semble qu'avec tous les articles que j'ai pu brasser et traduire dans cet ouvrage, il existe au moins chez beaucoup de mammifères. Avec c'est une hypothèse qui tient vraiment la route, comme on dit. Quand on voit la diversité et la puissance des réactions de certains individus à la mort de certains d'autres congénères, que ce soit chez les éléphants, chez les chimpanzés, chez les cétacés, d'autres mammifères terrestres, les hippopotames, voilà. Vous avez des réactions, les pécaris, enfin la liste est très 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 longue. Et moi, ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est, alors bien sûr, si on parle d'émotions, on peut supposer que pour certains individus, c'est une tristesse ou un chagrin très fort. Quand vous avez un chimpanzé qui tombe d'un arbre, je vais prendre cet exemple-là parce que je l'ai trouvé assez intéressant pour plusieurs raisons. Vous allez avoir un individu qui va s'isoler, d'autres qui va venir le toiletter, bien plus que l'habitude, d'autres qui vont être agressifs, par exemple. Rien qu'au travers un exemple, parce qu'on parlait des espèces, les espèces différentes, mais il y a aussi les individus.
à chaque individu, vous pouvez avoir des réactions différentes, et c'est ça presque que j'ai trouvé le plus fascinant encore, c'est qu'en fonction de l'individu qui va décéder et la manière dont il va décéder, est-ce que c'est une mort violente, est-ce que c'est une mort de vieillesse, de fatigue, etc., vous allez avoir des réponses individuelles qui sont différentes. Et ça, c'est vraiment extrêmement fascinant. Alors, on parlait de la difficulté d'étudier ces sujets-là, la difficulté de l'étudier en milieu naturel, ce qui serait le plus pertinent, probablement. C'est que ce sont des travaux sur du temps très très long pour multiplier, ça reste des anecdotes, Oui. mais pour les multiplier et que ça commence à prendre sens d'un point de vue concept scientifique, il faut énormément de temps. Hein. Mais rien qu'avec les anecdotes qui n'en sont pas pour moi, hein, les événements vécus en tout cas par ces animaux et les comptes rendus qui ont été faits, il y a une diversité qui est énorme. Et ça, c'est assez fascinant. Après, voilà, la difficulté, c'est comment on interprète les choses, pour pas faire d'anthropomorphisme. Mais on a entendu Franz de Waal tout à l'heure, il expliquait qu'il y avait un anthropomorphisme qui était acceptable. Ouais. Quand je l'ai entendu dire ça, j'étais étudiante, je peux vous dire, mais il m'a fait un bien. Ça a été très dur pour Franz de Waal dans la communauté primatologique, très très dur. Hein, aujourd'hui, voilà. Mais ça a été très dur. Quand il parlait de réconciliation après une bagarre, des chimpanzés qui se tenaient, je pense que ça tenait la route, son hypothèse. De consolation. De consolation, de réconciliation. Ouais. On le taxait d'anthropomorphisme. Mais non, c'est juste une hypothèse que s'il y a une embrassade après une bagarre, on peut supposer qu'ils se réconcilient. Moi, je vois pas de problème avec ça, en fait. Et par rapport au concept de la mort, Oui. la difficulté, c'est que justement, à ne pas oser proposer des interprétations, on passe à côté. Il faut y aller. Il faut avoir des hypothèses positives. Après, on met en place des protocoles ou pas, quand ils sont éthiquement pas possibles, pour y répondre, mais il faut oser. Alors, on voit des attitudes, on voit des réactions. Nous allons en parler dans un instant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner que des animaux sauvages, comme les animaux domestiques, chats, chiens ou autres, chevaux, lapins, oiseaux, éprouvent de la tristesse quand ils perdent un congénère ou un compagnon. Et donc, il y a même des vétérinaires qui conseillent de les mettre en présence du corps mort pour les aider à l'accepter. Aujourd'hui, il y a cette évolution. Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est très important. D'ailleurs, pour certains parcs zoologiques, ils se posent aussi la question. Hein. Un chimpanzé qui est mourant, qu'on retire du groupe et qui revient jamais, ça crée des problèmes de comportement dans le groupe. Hein. Et pour les vétérinaires, effectivement, moi j'ai vécu ça petite. Un des 2 chiens de ma tante avec qui je passais toutes mes vacances a été euthanasié à la fin, voilà, pour abréger ses souffrances. Le 2e chien qui a passé toute sa vie avec, il est parti. Alors, est-ce qu'il est parti pour essayer de le chercher, ou est-ce qu'il est parti parce qu'il s'est laissé mourir? Bon, là, on peut proposer plusieurs hypothèses. Le fait est que s'il avait vu son congénère mort, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même réaction. Je ne dis pas que ça aurait été mieux ou moins bien, je ne mets pas de jugement de valeur derrière. Mais effectivement, les vétérinaires maintenant conseillent ça parce que ça peut effectivement permettre aux individus qui restent de comprendre qu'il y a eu un arrêt de la vie, un aspect, voilà, c'est irrémédiable, il y a une irréversibilité, on ne le reverra plus. Donc il y a sûrement quelque chose derrière. Effectivement, je pense qu'il faut en tenir compte. Oui, Jean-Claude Amezen. Oui, je crois. C'est ce que dit Emmanuel est très, très intéressant sur la difficulté à penser qu'il y a une diversité individuelle dans une espèce. Comme si nous savons très bien que tout le monde peut avoir des notions de mathématiques, mais que tout le monde ne fait pas la théorie de la relativité. Nous savons que tout le monde peut avoir des notions ou un amour de la musique, mais tout le monde ne compose pas de la musique à l'âge de 6 ans comme Mozart. Donc on a cette notion, parce qu'on se considère comme spécial, et on sait que chaque individu, chaque personne est différente des autres, et nous partageons un certain nombre de caractéristiques communes, mais pour les animaux, non pas les animaux qu'on aime, dont on sait qu'ils sont uniques et différents des autres. Mais pour les animaux en général, on a cette espèce d'idée univoque. Voilà, tous les loups se comportent de la même façon, tous les hiboux se comportent de la même façon. Ce que vous disiez sur le niveau d'anthropomorphisme, ou je dirais le niveau d'investissement émotionnel qu'on peut... Darwin, si je reviens toujours à lui, disait que lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, il vaut mieux donner plus de crédit que moins. Il vaut mieux penser que l'animal souffre plutôt que le fait qu'il ne souffre pas. Et il y a une déclaration, je reviens à la conscience, parce que je pense qu'il n'y a pas de représentation de la mort s'il n'y a pas un degré de conscience de ce qui se passe. Il y a un grand nombre de neuroscientifiques, d'éthologues, de spécialistes des animaux ont fait une déclaration qui s'appelle la déclaration de New York sur la conscience en avril 2024, dans laquelle ils donnent tous les arguments scientifiques qui suggèrent qu'il y a une conscience,
y compris chez les insectes. Ils disent que plus on s'éloigne des mammifères et des oiseaux, plus il y a d'incertitudes, mais que ces incertitudes doivent être prises en compte parce qu'elles déterminent notre comportement à nous, et donc notre responsabilité. Et donc, dans la manière dont nous décrivons les animaux, il y a aussi une dimension morale et une problématique éthique. C'est pas juste de la description. À partir de la description, il y a ce qu'on fait. Et je crois que c'est très important, en fait, non pas d'attribuer avec certitude un monde intérieur, mais d'imaginer qu'il est a priori toujours plus complexe que ce qu'on peut penser. C'est ce que j'appelle mes hypothèses Emmanuel positives, Puydebas. en fait. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que de poser comme hypothèse, non, il n'a pas de conscience, non, il s'est pas laissé mourir, non, il n'était pas triste, maintenant, on proposait le contraire. Ce que faisaient les behavioristes. Exactement. Ils disaient, voilà, il y a ce qui se passe, vu de l'extérieur, et il n'y a rien à l'intérieur, un peu comme de la métrie, qui au XVIIIe siècle disait que les animaux mangent sans plaisir, crient sans douleur, etc. etc. Et après, vous avez des gens comme des philosophes comme Daniel Dennett, philosophe de la conscience, qui disent le monde intérieur, ça ne veut rien dire, la subjectivité, c'est trop compliqué à appréhender, alors il faut regarder les circuits neurologiques. Et donc, vous voyez, entre la description de l'extérieur, qui est objective mais froide et qui ne prend pas en compte la subjectivité, et la description de l'intérieur, qui est extrêmement intéressante sur les mécanismes neurologiques, il manque souvent ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire qu'est le monde intérieur de ce qu'on observe et qu'on essaye de comprendre. Et d'ailleurs, ça avance plutôt bien, parce que par rapport à ce à quoi vous faisiez référence là dans la déclaration, la porte n'est pas fermée à la conscience chez les invertébrés. Tout à fait. Alors, ça m'a fait un plaisir fou, parce qu'effectivement, vous parliez de circuits neurologiques, etc. Les substrats neuronaux sont pas les mêmes. Il n'empêche que parfois, ces insectes ou arthropodes, d'une manière générale, ont des comportements extrêmement complexes, avec des outils, j'ai envie de dire, anatomiques, physiologiques, tout ce que vous voulez, neurologiques, qui sont très différents des nôtres. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises à l'avenir. Alors, ils n'ont pas parlé de conscience, je me souviens même plus de science, ils n'ont pas non plus pris un risque phénoménal, mais ils se questionnent quand même. Le mot même qui est utilisé pour les invertébrés, il me semble qu'il parle... Il mentionne conscience. Ils disent que chez les insectes, je pense qu'ils se basent sur les travaux qui suggèrent très fortement qu'il y a des émotions chez les abeilles, et qui sont des expériences qui donnent les mêmes résultats que si on les fait chez des humains ou des mammifères. La seule question qui est extraordinairement complexe, mais qui se pose même dans les états de conscience minimale chez les humains après un accident, c'est est-ce que ces émotions sont conscientes ou est-ce que ces émotions sont implicites ? Et donc on voit qu'il y a une frontière, il y a une transition, et sur laquelle on ne peut pas répondre. Mais ils disent simplement qu'il y a de forts arguments pour penser qu'il y a... Mais ils parlent toujours de conscience, il y a une continuité. Ça me va déjà très bien. D'autres mots. Après, il faut accepter qu'on n'aura pas les réponses à tout, évidemment, mais c'est ce qui fait que c'est... Mais ce que disent ce que disait France Deval, ce que disent d'autres aussi, c'est que conscience, ça peut revêtir tout un continuum. C'est-à-dire, ça peut être ce qu'on appelle en anglais de l'autoréférence. C'est-à-dire, je sais que c'est moi, mais je le sens, c'est tout. De l'auto-attention, c'est-à-dire, je fais attention à moi parce que c'est mon corps et ça me fait mal. Ou la conscience réflexive, la conscience la plus développée, la métacognition. Mais tout ça, c'est un continuum. Et dans les travaux qui visent à apprécier l'état de conscience des personnes qui sont dans un état de conscience minimal, qu'on appelait avant, d'un terme très péjoratif, végétatif, eh bien, c'est tout le problème. Jusqu'où sont-ils pleinement conscients ou jusqu'où sont-ils, parce qu'il y a des arguments maintenant neurologiques, ils parlent. C'est-à-dire... Par une méthode un peu compliquée, on peut leur poser des questions et ils répondent. Alors, ils répondent pas. C'est leurs activités cérébrales. On leur demande si c'est oui, vous êtes en train de marcher dans votre pièce. Si c'est non, vous êtes en train de jouer au tennis. Et c'est pas les mêmes régions du cerveau qui s'activent. Mais jusqu'où cette conscience est-elle pleine ou pas, on n'en sait rien. Donc c'est la même question, c'est des degrés de conscience. Après, ce qui est très intéressant, c'est aussi, on parlait d'hypothèse et d'interprétation, si on reprend l'exemple du poulpe donné tout à l'heure, si vous avez un poulpe qui s'automutile en captivité, et un autre en milieu naturel qui va recouvrir un cadavre d'objets de l'environnement, on va dire c'est automatique, c'est génétique, enfin voilà, toutes les choses qui vont s'opposer à un apprentissage, etc. Mais vous avez un mammifère qui fait ça, on va pas avoir les mêmes interprétations. Et c'est ça aussi que j'essaye de transmettre dans le livre, c'est que il y a les faits et il y a les interprétations. Et
attention aux interprétations. Si c'est un invertébré, l'interprétation n'est pas forcément plus péjorative qu'un mammifère. Et alors, vous nous nourrissez aussi de beaucoup d'exemples. Partons seulement sur la thanatose, c'est-à-dire c'est le fait de faire semblant d'être mort pour échapper à un prédateur. Vous nous donnez beaucoup d'exemples de ces espèces qui pratiquent la thanatose, des poissons, des oiseaux, des mammifères, des insectes. Tout cela montre quand même un degré d'intelligence et de capacité physique à simuler, parce que certaines espèces vont jusqu'à sécréter des odeurs de pourrissement pour faire croire à leur décès. Vont se rendre indigestes comme le lézard à queue épineuse ou des grenouilles face à des vipères. Alors du coup, le prédateur va les vomir et donc elles vont s'en sortir. C'est quand même feindre la mort pour survivre. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là, alors c'est très intéressant d'abord parce que ça fait appel à une première émotion qui permet à beaucoup d'espèces de survivre, c'est la peur. Voilà. Il faut imaginer, si je caricature un peu, j'ai peur, je m'immobilise. En étant immobile, l'idée, c'est qu'on ne me verra pas comme une proie et j'ai une tentative de survivre. Bon. Mais ce qui est très intéressant dans la thanatose, là pour le coup, pour les expériences scientifiques qui ont été faites, alors au niveau éthique, ça se discute, hein, mais d'un point de vue résultat, c'est ce que je trouve assez génial, et ça complète aussi les observations en milieu naturel, c'est que là aussi, il y a une grande diversité. C'est-à-dire qu'en gros, la thanatose, ça a été longtemps pensé comme quelque chose d'automatisme. J'ai peur, ça déclenche tout un système moléculaire dans le sanguin, neurologique, etc. Je vais m'immobiliser. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. C'est que c'est bien plus complexe que ce qu'on veut bien le laisser entendre. C'est-à-dire que si je prends deux exemples très concrets. On va aller chez les poissons, parce qu'eux aussi, ils passent souvent pour des individus pas forcément très intelligents, ce qui est une grave erreur. Il y a des émotions chez les poissons, ça a été montré. Chez les hippocampes, vous allez avoir des individus rapides, vont pas faire le choix. Volontairement, j'emploie le terme choix pour provoquer un peu, de faire de la thanatose. Ils vont fuir. Et un hippocampe lent va plutôt faire une thanatose. Autre chose très intéressante, ces mêmes hippocampes, si autour d'eux, ils sont dans un environnement complexe qui peut donner lieu à des cachettes, ils vont aller se cacher, ils vont pas forcément faire la thanatose. Donc ça dépend de l'environnement et ça dépend aussi de l'individu lui-même. Chez les serpents, les couleuvres sont les championnes de la thanatose pour certaines espèces. Une couleuvre qui attend des petits va opter davantage pour la thanatose qu'une couleuvre jeune qui va pouvoir fuir. Donc c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que ça dépend du contexte, ça dépend de ton état de forme, entre guillemets. Et ce que vous montrez qui est aussi génial, c'est les postures associées, c'est-à-dire des animaux qui vont avoir la bouche béante, la rotation des yeux, la contorsion comme s'ils étaient morts. Alors certains pour survivre, mais d'autres aussi, ce sont les prédateurs qui simulent la mort. Et bon, le chef, c'est le renard. C'est vrai, ça existe aussi, oui. Alors là, c'est vrai qu'il y a des grands acteurs. Il faut reconnaître que aller voir des images, c'est extraordinaire. Après, oui, il y a des prédateurs qui peuvent utiliser, bien sûr, parce que pour ceux qui chassent à l'affût, simuler le fait qu'ils sont morts, voilà, la proie, elle passe, l'attention. En termes de cognition, on étudie l'attention dans ces cas-là de la proie potentielle. L'attention descend. Et pour le coup, ils sont des proies plus vulnérables. On sait aujourd'hui, nous on travaille en ce moment sur les émotions positives et négatives. Une émotion négative, paradoxalement, a parfois plus d'effet sur la survie qu'une émotion positive. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que vous mentionnez d'ailleurs, mais qui est que ça dit beaucoup, en termes d'évolution, en termes de sélection naturelle, ça dit beaucoup sur la capacité des prédateurs à réaliser ce qu'est la mort. C'est-à-dire que si une technique de fuite consiste à mimer la mort et s'est transmise à travers les générations, eh bien, ça veut dire que si elle a protégé, les prédateurs, ils savent ce que c'est un animal mort et ils le distinguent. Donc, ça nous dit beaucoup sur le monde intérieur du prédateur, autant que sur la proie, où parfois, je pense, on peut se demander si c'est pas comme les motifs des yeux sur les ailes des papillons, qui les protègent sans qu'il y ait aucune raison de penser qu'ils le savent. Par contre, le prédateur, lui, le sait. Tout à fait. Lui sait que c'est dangereux et c'est pour ça que le papillon est protégé. Donc là encore, c'est compliqué. Au fur et à mesure de l'évolution, il y a sans doute des phénomènes automatiques et inconscients qui traduisent la conscience que les prédateurs ont de la mort, et puis petit à petit, une appropriation dans le monde intérieur des proies elles-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un domaine passionnant. Ça, c'est passionnant, et c'est vrai que de l'intérêt de détecter la mort, ça pourrait faire des beaux projets scientifiques, ça. Alors je glisse au passage que vous nous parlez aussi des libellules femelles qui simulent la mort pour ne pas être harcelées par les mâles, par exemple, etc. Il y a tous les cas de figure, et c'est un vrai catalogue, mais une richesse incroyable quand même. Les mâles araignées qui évitent de se faire manger et qui prolongent le temps de l'accouplement. Enfin, c'est tout à fait... Il y a aussi une partie de ce qu'on appelle la thanatose qui est le fait de se figer.
Et ça fait partie de ce qu'on appelle fight and flee, c'est-à-dire des réactions devant un danger qui sont soit on se fige, soit on attaque. Et donc c'est une forme raffinée, je dirais, sophistiquée de figer. Et ça rentre aussi dans les problématiques coût-bénéfice. Ça m'a fait penser à ça là tout de suite. C'est-à-dire que voilà, quel est l'intérêt ou pas de faire une thanatose? Est-ce que j'ai plus intérêt à fuir ou au contraire à faire une thanatose? Et là aussi, il y a tout un champ encore à explorer dans la thanatose, parce que des fois, les comportements diffèrent quand les individus sont tout seuls ou en groupe. Donc c'est extrêmement complexe. Là, il y a vraiment... Donc conscience et intelligence. Voilà. C'est l'histoire terrible, vous savez, c'est cette histoire drôle terrible de deux personnes qui commencent à être poursuivies par un tigre, et il y a une personne qui lasse ses chaussures et ses lacets, et l'autre lui dit mais pourquoi on n'ira pas plus vite? Mais peut-être que j'irai plus vite que toi. Et donc l'animal qui fait de la thanatose au milieu des animaux qui le font pas a une chance d'échapper parce que le prédateur va sauter sur les animaux qui sont vivants. Donc ça peut être aussi une défense par rapport aux autres. Après, le problème de ces études-là, c'est que c'est France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus l'idée que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Quelle chanson, Emmanuel Puydeba, Michel Berger, Paradis Blanc, c'est votre choix? Ah oui, j'ai presque du mal à l'écouter. C'est une chanson qui me bouleverse. Pour tout, pour la mélodie, pour les sons. Pour les paroles, pour tout. C'est un univers que je trouve extraordinaire et qui est au cœur de mes projets scientifiques. Finalement, c'est les émotions et l'émerveillement. Je fonctionne à ça et cette chanson, elle me transporte. Et le paradis blanc, et la mort, la disparition, etc. Et nous poursuivons justement le De cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, nos discussions sur la façon dont les animaux perçoivent, comprennent et gèrent la mort. Avec nous, toujours, Emmanuel Puydeba, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de l'évolution des comportements des animaux. Et votre dernier livre s'intitule « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?» Mais le sous-titre, c'est « Les animaux et la mort », un livre paru aux éditions de Lachaud-Niestlé, illustré par Arnaud Raphaëlian, et un livre qui se veut, je le rappelle, joyeux et pas anxiogène. Et Jean-Claude Amezen, toujours avec nous, médecin, chercheur, immunologiste, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique et auteur notamment du livre « La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice ». On peut aussi mentionner « Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde », deux livres parus au Seuil et désormais, enfin, depuis quelque temps, en collection Point. Et faut-il le rappeler, on vous doit l'émission Sur les épaules de Darwin, diffusée sur France Inter de 2010 à 2020. Allez, on a encore envie, avec vous, de mieux donner à comprendre l'intelligence, la sensibilité du vivant, et les exemples ne manquent pas. Capitaine est arrivé un 1er janvier à 10h30 du matin. Il boitait, il était blessé, rempli de mouches. Il s'est allongé. Il s'est couché sous la bâche à côté, il souffrait beaucoup. On a appelé le vétérinaire qu'il a fallu payer et il lui a donné des anti-inflammatoires. Il s'est alors levé et il est rentré dans le cimetière.
À l'époque, le personnel du cimetière, habitué à recueillir les animaux errants, le surnomme El Negro, le noir en espagnol. Personne n'a idée à qui est ce chien, ni ce qu'il fait ici. Mais le directeur Héctor Bachega remarque son comportement étrange. Cette nuit-là, je suis resté et j'ai attendu. Je voulais vraiment savoir ce que faisait ce chien tout le temps là-haut. J'ai pensé qu'il devait y avoir des ordures, ou même de la nourriture, ou un animal mort. Ce ne sera rien de tout cela. Le chien va le mener jusqu'à ce bâtiment, dans une galerie où se trouvent des centaines de tombes. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé ici, couché. Et quand il m'a vu entrer, il s'est mis à gémir, comme pour me dire « il est ici ». Et là, j'ai compris ce qu'il se passait. Ça m'a fait un nœud dans la gorge de comprendre que les chiens peuvent avoir des sentiments. Pour moi, ils ont une âme et nous apprennent ce qu'est la fidélité. Reportage, extrait d'émission même, plutôt, diffusé sur 30 millions d'amis le 8 novembre 2016. Poignant, bien sûr, hein, le maître reposait dans ce cimetière. Ça pose la question des funérailles, du deuil. Emmanuel Puydebas, vous nous en parlez beaucoup aussi à travers d'autres espèces. Alors là, c'était le cas de ce chien, mais vous nous parlez aussi des insectes eusociaux, c'est-à-dire vivant en groupe et en caste, qui ont cette façon de procéder à des enlèvements, des enterrements, des enfouissements, du cannibalisme. On voit que funérailles et deuil, c'est aussi un sujet dans ce monde animal. Oui, alors là vous parlez des insectes sociaux, et c'est vrai que chez les fourmis, il y a beaucoup d'espèces où il y a des individus spécialisés dans l'évacuation des cadavres. Ils font des cimetières à l'extérieur de la colonie, probablement plus à des fins prophylaxiques, pour protéger la colonie de tous les agents pathogènes susceptibles d'être transmis par les cadavres. Après, il y a plein d'exemples chez des vertébrés qui sont assez étonnants. Là, on entendait l'exemple de ce chien. Il y a quand même beaucoup d'exemples où la séparation d'un congénère, enfin là, en l'occurrence, c'était un maître, mais bon, finalement, comment ils nous perçoivent, on ne sait pas trop, d'un congénère duquel il était attaché. Il y a plein d'exemples en milieu naturel. Moi, j'ai lu Jane Goodall quand j'étais petite. Flint, ça m'avait bouleversée quand j'ai lu ça. Flint, c'est ce petit chimpanzé qui était très proche de sa mère. C'était à Gombe, en Tanzanie, dans la réserve de Jane Goodall. Exactement, et c'est vrai qu'il était le fils de Flo. Le fils de Flo. Oui. Et c'est vrai que Flo a eu plein de petits, mais elle était très fusionnelle avec Flint. Et quand Flo est morte de vieillesse, Flint, il a arrêté de s'alimenter. Alors moi, j'ose emprunter l'hypothèse du suicide dans le sens la dépression, le mal-être. Je suis pas médecin, mais en tout cas, il y avait visiblement un choc suffisamment fort pour arrêter d'avoir les pulsions de vie, donc ne serait-ce que s'alimenter. Il restait près d'elle, etc. Et on a plein d'exemples. Il est mort 3 semaines plus tard. Il est mort très peu de temps après. C'est incroyable. Non, pas tant que ça en fait. Je vois pour le coup des gens comme Van Hoof et Franz de Waal n'étaient pas tellement choqués. Ils n'étaient pas surpris, en tout cas. Choqués, oui, mais surpris. Est-ce qu'on peut parler de suicide chez les animaux ? Suicide, je fais exprès d'employer ce mot pour faire réfléchir. Voilà, moi, j'aime bien faire réfléchir. Oui, parce que c'est un mot que beaucoup s'interdisent par peur d'anthropomorphisme, et on parle plus facilement d'autodestruction. Oui, mais moi, c'est comme la réconciliation. Il ne faut pas employer réconciliation. Bon, moi, je dis, le vocabulaire, finalement, pour moi, n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Quand vous avez un individu qui, finalement, n'accomplit plus les comportements qui permettent de vivre, on est en droit de supposer que finalement il avait perdu le goût à la vie. Alors après, avec tout. Après, vous savez, il y a plein de travaux qui utilisent des modèles animaux, en particulier plein de primates, pour comprendre les mécanismes neurologiques et physiologiques de la dépression, pour améliorer nos états dépressifs. Mais par contre, finalement, on n'ose pas dire qu'ils sont dépressifs. Bon, il y a une hypocrisie derrière qui m'énerve un petit peu. Donc, du coup, j'ose employer le mot suicide. On parlait de ce petit Flint là, qui s'est laissé mourir. Il y a plein de mamans
en l'occurrence chez les mammifères, mais j'aimerais creuser ce qui se passe ailleurs. Mais hippopotames, otaries, orques, enfin les exemples sont innombrables sur des mamans. Quand le bébé qui décède, elles le promènent partout, elles le transportent. On a des cas chez les chimpanzés. Il y a une femelle chimpanzée qui a promené son bébé pendant des mois. Le petit était fossilisé à la fin. Enfin, il y a des exemples qui sont... Donc, évidemment, on peut parler de choc. Je ne suis pas psychiatre. Mais il y a de toute évidence un choc suffisamment fort pour bouleverser la vie quotidienne. Donc oui, je pense qu'on peut parler de deuil au sens... une émotion très forte, suffisamment tragique, pour qu'il y ait une atteinte à la vie quotidienne de l'individu qui est blessé. Jean-Claude Amezen, un sujet encore un peu tabou. Oui, ce qui était très émouvant, d'ailleurs, vous parlez de la mort de Flint, c'est que Jane Goodall a fait une notice nécrologique, un article dans le Sunday Times, c'était en 72, et c'est très beau, elle fait comme une notice nécrologique d'un être proche. Et elle dit à la fin, c'est pour ça que c'est intéressant, ce que dit Barbara King, qui a aussi fait des travaux sur le deuil plus ancien, elle dit au fond, c'est le reflet de l'amour, c'est le versant négatif de l'amour qu'il portait à sa mère. Et donc je crois que le manque, l'absence, qui conduit à ce que vous appelez une dépression, je crois que c'est très, très, très vrai, l'absence d'envie de vivre, parce que ce qui faisait la richesse de cette vie a disparu. Alors, je ne suis pas sûr que, même chez nous, les liens entre dépression et suicide sont des liens complexes. On croit toujours que, je veux dire, se tuer, c'est vouloir se tuer. Mais quand un enfant court parce qu'il a peur d'un chien et qu'il traverse une rue, il ne voulait pas se tuer. Quand des gens sautent d'un immeuble en flammes, ils ne voulaient pas se tuer, ils voulaient se sauver. Donc, il y a des tas de situations où, en fait, ce qu'on fait conduit à la mort, sans qu'il y ait forcément une volonté. Mais ça traduit, en tout cas, le fait de lâcher prise, le fait que la vie a perdu sa saveur. Et je crois que dans le deuil, une des dimensions, parce que le deuil, quand on parle du deuil, on voit toujours la tristesse, on voit la dépression. Mais le deuil, c'est la révolte, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est tout un processus qui conduit normalement, quand il se passe normalement, à finir par accepter la présence de l'absence de l'autre. Et donc, on pourrait presque dire que c'est un deuil qui se passe mal chez Flint. C'est un deuil qui conduit à une dépression. Il arrête de manger, et il meurt. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de dire qu'est-ce que c'est un deuil chez l'animal. C'est comme les rites funéraires. C'est très compliqué parce que si vous regardez l'humanité, nous on dit les rites funéraires, les rites funéraires, c'est exposé chez les Amérindiens pour que les rapaces viennent manger le corps. C'est brûlé en Inde, c'est momifié dans l'Égypte antique, c'est enterré, c'est manger le cerveau des morts, ce qui se passait en Nouvelle-Guinée, qui a permis la découverte du prion, qui était transmis de cette manière. Donc, quand on voit des façons bizarres chez l'animal, que vous citez très bien, de se comporter avec les morts, on dit c'est bizarre, ils ont pas la même notion de deuil et de rite funéraire que nous. Mais quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a un très beau livre qui vient de sortir d'un philologue américain, Robert Garland, qui est un essai, c'est pas son titre, mais c'est un essai de thanatologie comparative, non pas entre les humains ou entre les humains et les animaux, mais entre les cultures humaines à travers les siècles. Et on s'aperçoit que la façon de concevoir la mort, pas seulement les rites funéraires, mais ce qu'on imagine après la mort, est d'une diversité extraordinaire. Et donc c'est compliqué là aussi, surtout que nous sommes une même espèce humaine. Et donc différents animaux d'une même espèce peuvent avoir des représentations différentes. Et différentes espèces peuvent l'avoir. Et donc je crois qu'il y a une très grande richesse. Maintenant, l'autodestruction et le suicide, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et oui, puisque en tant qu'immunologiste, vous avez travaillé sur l'autodestruction des cellules. On sait maintenant depuis 30 ans que l'ensemble des cellules du monde vivant, qu'il s'agisse des bactéries, qu'il s'agisse des organismes eucaryotes unicellulaires, des cellules végétales et des cellules humaines, ont la capacité de s'autodétruire en fonction de leur relation avec leur environnement. Ce qui est un peu l'histoire de Flint. Mais bon, elles ont la capacité d'ingérer les cellules qui s'autodétruisent, ce qu'on a appelé des rites funéraires de manière anthropomorphique, et elles ont la capacité d'induire chez des cellules voisines l'autodestruction par les mécanismes. Tout ça en l'absence totale de conscience, d'intention, de connaissance. En tout cas, c'est ce qu'on imagine dans les cellules vivantes. Et chez les bactéries, ce qu'on appelle le suicide altruiste, c'est-à-dire quand une bactérie est infectée par un phage, par un virus, etc., les mécanismes extraordinairement divers qui lui permettent de s'autodétruire avant que l'organisme infectieux ait eu le temps de se multiplier, donc de protéger la collectivité. Et donc, on peut avoir des mécanismes de
d'autodestruction, des mécanismes de rites funéraires extraordinairement élémentaires, sans avoir aucune conscience. Et après, lorsque la conscience apparaît, et que c'est toujours un pari de l'attribuer à un être vivant, eh bien, la question devient comment est-ce que ça s'est intégré dans les représentations, dans les émotions, dans la conscience. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait de l'autodestruction, qu'il y ait des rites funéraires. Ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, c'est de se demander comment, dans des animaux capables d'émotion et de conscience et d'intelligence, ça se traduit pour eux. Et vous en parlez, Emmanuel Puy-Debat aussi. Alors, vous mentionnez les chats, les chiens, les chevaux, les rats de laboratoire qui ont des comportements d'autodestruction associés à des émotions négatives. Vous nous parlez aussi de pucerons kamikazes, de termites qui se font exploser, de cigognes qui pratiquent le fratricide, puis l'infanticide, des espèces qui s'automutilent, surtout en captivité, etc. Comme on le disait à l'instant avec Jean-Claude Amezen, c'est une telle diversité, une telle richesse, compliqué de tirer des conclusions, mais en même temps beaucoup de, je le redis, d'humilité aussi face à des conclusions hâtives ou du déni. Oui, du déni, absolument. Après, ce que je trouve justement fascinant dans ce que nous, on va appeler rite funéraire, c'est que pour un même événement, des individus vont réagir différemment. Ça, c'est fascinant. Quand vous avez un éléphant lambda, entre guillemets, dans le groupe qui décède, ou quand c'est la matriarche, les réactions vont pas être les mêmes. Vous allez avoir des individus qui vont recouvrir le squelette, il y en a qui vont le toucher, il y en a qui vont absolument pas le toucher, il y en a qui vont toucher avec le pied, d'autres qui vont toucher avec la trompe, c'est très différent. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça alors nous, les cimetières d'éléphants là notamment. Oui, qui n'existent pas en réalité. En fait, mais ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de comprendre cette diversité. Nous, on met le mot rite funéraire derrière pour essayer de comprendre, peut-être se comparer, parce qu'on peut pas s'empêcher de se comparer. Pour tout ce qui est altruisme, je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Chez les fourmis, il y a un exemple que j'adore, enfin qui est horrible en soi, mais aux yeux d'humains. Vous avez chez certaines espèces, les fourmis, quand elles sont âgées et qu'elles n'ont plus les mandibules en capacité de se défendre contre des prédateurs, elles explosent, elles vont pratiquer une autodestruction altruiste pour protéger les autres. Mais quand elles sont jeunes, elles vont utiliser les mandibules, elles vont pas s'autodétruire. Donc là aussi, c'est ça qui est assez fascinant. Alors vous pouvez mettre le mot suicide, pas le mot suicide. Ce qui me gêne, moi, dans le mot suicide, et je l'explique, je pense, dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, à partir du moment où on parle de suicide pour un individu, ça veut dire qu'il a conscience de sa propre mort. Or ça, honnêtement, pour les animaux, pour les autres animaux que nous, en tout cas, on n'en est pas sûr. Conscience de la mort de l'autre, on est plusieurs à penser oui, mais conscience de sa propre mort, c'est beaucoup plus compliqué. Certains s'isolent pour mourir quand même. Oui, mais... Donc ils ont bien conscience que... Oui, mais ceci dit, on a le cas chez les humains. Il y a plusieurs papiers qui expliquent qu'il y a des enfants qui se suicident, et on utilise ce mot-là alors qu'ils n'ont pas vraiment encore à des âges où ils n'ont pas encore conscience de la mort. Donc tout ça est très compliqué, y compris pour l'espèce humaine. Donc il y a juste un moment donné où je pense qu'il faut s'affranchir du vocabulaire tant qu'on sait de quoi on parle et qu'est-ce qu'on y met derrière. Il y a un dernier point que je voudrais quand même aborder avec vous, c'est aussi ce déni répandu donc de la sensibilité, des capacités cognitives. Est-ce que ça explique aussi que l'on puisse plus facilement faire souffrir ou tuer des animaux? C'est un sujet dont vous nous parlez dans le livre, on sent qu'il vous préoccupe, Emmanuel Puy-Debat, cette cruauté qui commence souvent très tôt et qui peut continuer à l'âge adulte. Comment vous voyez le lien ? Alors, en écrivant le livre, c'est devenu une évidence. Et pourtant, je l'avais pas forcément perçu. C'est-à-dire que le fait d'avoir sous-estimé des capacités animales, notamment sous-estimé, voire nié totalement leurs émotions, évidemment, quand on se dit, lui, cet animal, il souffre pas, de toute façon, il sait même pas qu'il va mourir, évidemment, ça peut prêter plus facilement à leur faire du mal. Néanmoins, donc ça j'en suis assez convaincue, mais c'est pas universel, évidemment. Néanmoins, moi, je suis dans un domaine en biologie animale où on est beaucoup à s'intéresser aux animaux et à être passionné par les animaux. Et pourtant, certains choix éthiques ne font pas l'unanimité. L'éthique, c'est très individuel, finalement. On a tous des avis très personnels. Donc, c'est extrêmement complexe. Je ne mets absolument aucun jugement derrière. C'est vraiment des pistes de réflexion. Avoir sous-estimé leur capacité émotionnelle, de l'altruisme, la coopération, les émotions positives, négatives, quelles qu'elles soient, je pense qu'effectivement, ça a facilité la maltraitance.
Mais évidemment, c'est pas le seul facteur. Hein. Et la preuve, même quand on est passionné, vous mettez dans une pièce 10, 15 collègues, 20 collègues passionnés par les animaux, ça ne fait pas consensus dans certains choix expérimentaux. Donc c'est extrêmement complexe et c'est ce qui rend la chose aussi passionnante. Et je pense qu'il faut l'aborder avec toutes les disciplines, médecine, philosophie, psychologie, etc. Même si ces questions d'éthique et de bien-être sont plus largement posées aujourd'hui. C'est quelque chose qui concerne le monde moderne. Hein. Par exemple, aussi surprenant que ce soit, on anesthésiait les nouveau-nés quand on les opérait que depuis les années 90. Quand une chirurgienne anglaise a montré que quand on anesthésiait pas les bébés, parce qu'on disait les nouveau-nés, ils n'ont pas de système nerveux développé, donc ils souffrent pas, c'est toujours la maîtrise, ils crient mais ils ont pas mal. Et ben, elle a montré que quand elle les anesthésiait, ils mouraient moins. Donc ça les tuait, la douleur. Et après, on a fait la même chose avec les prématurés. On a dit non, leur système... Et donc, il y a une difficulté, encore une fois, à se mettre à la place de ceux qui ne savent pas parler. Hein, de ceux qui ne parlent pas. Il y a eu au cours... alors, il y a deux choses. Aristote disait vous riez de ce qui me tue. C'est ça, les jeux cruels. Hein, on tue des animaux pour le plaisir, on fait de la chasse à courre, on fait de la corrida, on tire aux pigeons, on fait des combats de chiens, et on trouve ça intéressant, passionnant ou drôle, mais en fait, il s'agit de vie et de mort, et d'émotion et de représentation interne. Je crois que c'est pas simplement parce qu'on pense qu'un animal ne souffre pas, qu'on le fait souffrir. Il y a autre chose. On a fait des sacrifices humains pendant longtemps, c'est pas parce qu'on pensait que les gens souffraient pas. Donc, je veux dire, il y a plusieurs... Et le livre d'Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de... Vous voulez nous conseiller, en tout cas. Voilà, à l'épreuve de l'animalité, est un extraordinaire voyage à travers la philosophie et à travers le temps, pour montrer comment, au cours des âges, on a considéré que les animaux avaient une sensibilité, avaient même une âme, puis on a considéré qu'ils n'avaient pas de sensibilité. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinairement évolutif en fonction à la fois des cultures et de l'utilité qu'ont les animaux. Parce que l'indifférence totale par rapport aux méthodes d'abattage, à l'élevage industriel, qui est dans des conditions terribles, elle est due à l'utilité. Je mange, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Et le comportement vis-à-vis d'un animal familier de compagnie ou d'un animal qu'on va manger, et il y a une espèce de dichotomie complète, hein, presque de schizophrénie, c'est-à-dire c'est pas le même animal. Les animaux sauvages, vous l'évoquez, qui sont pas du tout protégés en ce qui concerne leur souffrance, alors que pour la première fois, le Code civil, il y a 10 ans, a considéré que un animal est un être sensible et pas un bien meuble. Donc on vit dans une espèce de mosaïque de comportements et de représentations complètement différentes. Et je crois que, alors, Elisabeth de Fontenay, Safran Foer, d'autres pensent que notre façon de traiter fondamentalement les animaux dit quelque chose de notre façon de considérer non pas les humains qui nous sont proches, mais les humains qui sont lointains. Et vous avez cette façon de considérer qu'il y a des animaux qui souffrent et d'autres dont on ne se préoccupe pas, etc. C'est une longue histoire dans l'histoire humaine. La notion de droit humain, de droit universel, de droit de l'homme, que chaque homme et chaque femme et chaque enfant ont les mêmes droits, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, c'est une notion qui est extraordinairement longue à se mettre en place au cours de l'histoire de l'humanité. Donc je crois que c'est un peu la même chose. On arrive au terme de cette émission. Emmanuel Pouille-Debat, allez, en 30 secondes, c'est un livre qui vous a changé. Vous assumez de nouvelles convictions aujourd'hui ? Alors, j'assume de nouvelles convictions. Disons que j'assume qu'il va falloir qu'il y ait un tournant dans ma carrière professionnelle, qu'il va falloir être plus courageuse sur certains thèmes, notamment en éthique, puisque je suis impliquée dans des comités d'éthique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis convaincue qu'il faut que je continue à travailler sur les émotions et j'engage les jeunes à avoir des hypothèses positives le plus possible. Et il faut beaucoup d'autres études aussi, on l'aura compris. Merci à tous les deux. Merci. Merci Emmanuel Pouille-Debat à conseiller la lecture de votre dernier livre, Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, paru aux éditions de La Chouet-Niestlé. Jean-Claude Amezen, à lire absolument La sculpture du vivant, Le suicide cellulaire ou La mort créatrice, et également Dans les lumières et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, deux livres parus au Seuil, et puis à déguster en podcast sur les épaules de Darwin, bien sûr. Livres, liens, informations complémentaires sont à votre disposition comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent. Très belle journée à vous.